Bonjour à tous, c'est dimanche en politique. Merci à vous d'être avec nous sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour Marion Maréchal. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté Merci à vous. Notre invitation ici sur France 3. Vous êtes députée de la 3e circonscription du département de Vaucluse et conseillère régionale Front National. Vous êtes même présidente du groupe Front National au sein de l'Assemblée régionale. Nous allons donc vous interroger avec Henri Migou. Bonjour Cyril. Bonjour Henri. À la fois sur l'actualité politique nationale et elle est particulièrement dense. Vous la suivez, je présume. Hein. Ça m'arrive de temps en temps. Bon, et aussi sur votre implication dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, une région qui est désormais votre terre d'élection. Joël Barcy revient sur ce parcours fulgurant. À 3 ans, elle est déjà en haut de l'affiche avec son grand-père. Jeune militante au Front National de la Jeunesse, elle fait ses premières armes au régional à Paris, alterne fac et terrain, des débuts moqués sur les réseaux sociaux. Pour donner le moral à la région, ça passe pas ou quoi? En fait, il y a... Alors... Excusez-moi, je réfléchis, en fait, je sais pas tout en tête. L'héritière politique fait pchit, mais papy y croit toujours. Il la parachute dans le Vaucluse, une terre hospitalière pour le FN. Quelques mois de campagne et la jeune femme s'ouvre les portes de l'Assemblée nationale. Cohue des médias, à 22 ans, c'est la plus jeune députée de toute l'histoire de la Ve République. Un grand moment de démocratie, un grand moment républicain, parce que je pense qu'il était aujourd'hui quand même indispensable que 20% des Français soient enfin représentés à l'Assemblée nationale. La Benjamine s'affirme et n'hésite pas à interpeller le gouvernement. Mais en 2015, rien ne va plus au Front National, une crise politico-familiale frappe le mouvement. Marine, lassée des provocations de son père, entend refuser son investiture au régional en PACA. Marion fait le canard. Finalement, c'est elle qui portera les couleurs du FN avec la bénédiction de l'aïeul. Marion Maréchal Le Pen, si elle l'accepte, je pense, serait une tête de liste très performante. La marche est haute, très haute, mais à 26 ans, MMLP relève le gant, affirme sa ligne conservatrice. Sa jeunesse fait le reste. Au soir du premier tour, elle vire largement en tête. La victoire est proche. Tous les projecteurs se braquent alors sur elle lors de l'unique débat d'entre-deux tours, match équilibré. Mais au soir du vote, l'alliance UMP-PS est payante. Le rêve de présidence se brise dans une tirade amère. Il y a des victoires qui font honte aux vainqueurs. Au nom des valeurs de la République, ce soir, ils auront sabordé la démocratie. Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal. Malgré cet échec, sa voix continue de compter au sein du parti. La droite de l'extrême droite lui est entièrement acquise. Marine n'a qu'à bien se tenir. La droite de l'extrême droite? Alors on voit que dans ce parcours, il y a eu une évolution, Marion Maréchal Le Pen, d'une élection à l'autre. Est-ce que cette élection de 2015 était celle de la maturité des idées politiques en tout cas? Je sais pas, moi je suis rentrée en 2012 pour Marine Le Pen au moment des législatives avec un corpus d'idées qui était simple, qui est d'ailleurs repris dans les 144 engagements de Marine Le Pen, c'est-à-dire deux jambes sur lesquelles nous marchons. D'un côté, la défense de l'identité française, qui implique évidemment la question de l'immigration, entre autres choses, et la question de la souveraineté, qui implique évidemment la question de l'Union européenne. Et je pense que dans toutes les élections que nous avons menées, nous avons gardé cet esprit en fait équilibré entre ces deux grandes notions, qui n'empêchent pas par ailleurs, et c'est ce que nous sommes évertués à faire lors de ces régionales, de développer toute la problématique des TPE-PME qui sont aujourd'hui encore au cœur de notre engagement politique. On va revenir sur votre terre d'élection. Désormais, le département de Vaucluse, c'est un territoire taillé sur mesure, un sentiment de déclassement d'une partie de la population, un département pauvre, une forte immigration, beaucoup de salariés du commerce. Est-ce que vous avez estimé à un moment donné que c'était plus facile ici qu'ailleurs ? Non, c'est pas d'ailleurs, quand vous connaissez publiquement la façon dont j'ai été amenée à faire de la politique, c'était quand même sous la pression, pour ne pas dire un peu le chantage affectif à l'époque de Jean-Marie Le Pen, même si j'étais engagée en politique par ailleurs et que j'étais militante. Mais l'idée du Vaucluse, ça a été initialement plutôt une démarche morale pour laver un peu l'honneur du nom Le Pen qui avait été bafoué injustement dans la terrible affaire de Carpentras. Ce qui est vrai en revanche en Vaucluse, et c'est vrai plus largement en PACA, c'est qu'ici, peut-être davantage qu'ailleurs, nous souffrons de façon
multiplication très aiguë de tous les maux français. Voilà, vous l'avez dit, avec la désindustrialisation, la mort à petit feu de l'agriculture, la difficulté des salariés et de leur pouvoir d'achat, l'immigration de masse, l'insécurité, le développement de l'islam radical. Et donc peut-être ici davantage qu'ailleurs, en effet, notre diagnostic et nos solutions sont davantage entendus. Voilà, le mur du réel s'impose à tous. Et c'est vrai que face à cela, nos adversaires sont de plus en plus fébriles, de plus en plus flous. Et on le voit d'ailleurs avec M. Estrosi en particulier, qui clairement, encore récemment, a expliqué que face à Marine Le Pen dans un deuxième tour, il voterait n'importe qui, y compris M. Hamon et Mélenchon. Il est d'ailleurs en train de faire la danse du ventre en ce moment avec M. Macron, qui manifestement l'a régulièrement au téléphone d'après le Canard enchaîné. Donc vous voyez bien que finalement, dans cette espèce de cynisme politique, le Front National a au moins le mérite de la cohérence. Alors la région, vous venez de l'évoquer à travers son président, où la majorité de Christian Estrosi estime que votre présence est rare, surtout dans les commissions. Les commissions, ce sont les lieux où on travaille les dossiers et en tout cas les interventions pas toujours constructives. On va écouter Renaud Muselier, c'est le premier vice-président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et puis on réagit juste après. Évidemment, il a son point de vue, écoutons-le. C'est un leader charismatique, c'est un leader qui ne travaille pas ses dossiers locaux et qui fait de la politique nationale. Elle a abandonné quelque part la région, où elle se sert de la région comme un tremplin de discours politiques au sein de sa famille Front National, et plutôt pas tout à fait en phase avec sa tante. Les commissions sont faites pour s'exprimer, faire avancer les dossiers. Eux, ils s'en servent pour faire valoir des idées qui sont toujours le rejet de l'autre, en fait. De toute façon, donc ça, c'est pas très positif. Et en plénière, il y a des excès du Front National, quoi. C'est des excès bâtis autour du rejet de l'autre. Voilà. Donc c'est toujours la faute des autres. Là où ils sont toujours un peu coincés quand même, c'est par rapport à l'Europe, puisqu'ils sont toujours contre l'Europe. Mais enfin là, ils votent tous mes rapports, qui sont des rapports de fonds structurels qui apportent 400 millions d'euros quand même, ou 500 millions d'euros pour la région. Alors le Front National se servirait des commissions pour exprimer son rejet de l'autre et profiterait de l'Europe tout en la critiquant. Qu'est-ce que vous répondez ? Oui, déjà, je répondrai à titre personnel à M. Muselier que je comprends un peu sa frustration, puisqu'il a été viré en tant que premier adjoint à Marseille, il a été battu aux législatives, il passe beaucoup de temps à l'île Maurice, puisqu'il est franco-mauricien pour ses affaires, donc forcément, je comprends qu'il soit un peu gêné de notre présence. Ce qui est vrai, là où il a tort, c'est qu'en réalité, nous avons servi à beaucoup de choses en commission, puisque nous avons réussi à bloquer des dossiers qui ont été présentés en commission. Je pense notamment à des dizaines de milliers d'euros en faveur d'un certain nombre d'associations pro-migrants et pro-clandestins, qui ont, après que nous ayons dénoncé en commission, notamment M. Vardon, disparu lorsqu'ils sont arrivés en plénière. Donc nous avons d'ailleurs de la même manière dénoncé des dossiers de financement dans les lycées, d'actions initiées par la mouvance LGBT qui défendent la théorie du genre également dans les lycées. Et donc notre présence est évidemment indispensable. Je suis d'ailleurs présente à toutes les plénières, donc il n'y a pas de débat là-dessus. Concernant l'Europe, ce qui est très amusant, ou plutôt l'Union européenne, c'est que M. Muselier oublie qu'en fait cet argent de l'Union européenne est l'argent des Français. Puisque, je le rappelle, chaque année... Puisque la France contribue effectivement évidemment, au budget de l'Europe. La France verse chaque année 21 milliards d'euros à l'Union européenne. Elle ne récupère que 13 milliards, pas compris, à travers toutes les politiques, et dont les politiques régionales. Et nous en versons donc au pot commun à perte 9 milliards d'euros par an. Donc, si vous voulez, il serait indécent de notre part de ne pas voter les dossiers qui permettent la récupération de cet argent français. Donc, vouloir nous faire ce reproche, objectivement, c'est quand même un petit peu léger. Bon. Alors, la région, collectivité locale, dont le Front National demande la suppression, c'est même la proposition numéro 6. Vous aviez parlé tout à l'heure des 144 engagements présidentiels de Marine Le Pen. Pourquoi ce choix, alors que vous êtes vous-même conseiller régional, que vous avez concouru à la présidence de cette région, plutôt que le département, par exemple? Pourquoi ce choix de supprimer cet étage-là de la fusée dont on sait effectivement qu'elle est... Je vais vous expliquer. C'est vrai qu'en France, on part d'un constat. On est face à un millefeuille territorial qui est extrêmement coûteux et inefficace par certains aspects. Pourquoi la région ? Eh bien la région, parce que ça nous apparaît être l'échelon le moins efficace et le moins démocratique. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est un échelon qui est un échelon purement administratif. Je veux dire, il n'a pas de cohérence historique, il n'a pas de cohérence culturelle, il n'a pas de cohérence économique. La Provence-Alpes-Côte d'Azur, on est un exemple. On a le comté de Nice, on a la Provence, on a une partie du Dauphiné. Voilà. Donc il y a déjà cette dimension déconnectée du réel. La deuxième chose, c'est que c'est un échelon qui est lointain.
parce que autant les Marseillais ne sont pas directement concernés, autant les Niçois, autant les Hautes-Alpes ou les Alpes de Haute-Provence peuvent se sentir assez éloignés du centre de décision. Et la tendance dans ces régions, malheureusement, et la PACA n'y fait pas exception, c'est que souvent les métropoles sont les grands bénéficiaires quand même de ces financements. Et puis ça crée aussi l'irresponsabilité politique, parce que c'est vrai, disons-le, on le constate, les gens ne connaissent pas leurs conseillers régionaux, ces conseillers sont relativement inaccessibles, et de ce fait-là, on ne sait pas... Pas plus les conseillers départementaux, les chefs des départements. Précisément, je ne suis pas d'accord avec vous, je trouve que l'échelon départemental, déjà, est un échelon auquel les gens sont attachés, il a une réalité historique et géographique, il a, une efficacité de terrain, à mon avis, plus aboutie, parce que précisément, il est moins éloigné des lieux d'action et de décision, et donc de ce fait-là, ça nous apparaît être un échelon plus efficace. Voilà. Alors, État, département, commune, c'est ce qui est proposé dans la 6e proposition, le 6e engagement, communauté de communes, métropole, il faut supprimer ça aussi ? On part aussi d'un constat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des intercommunalités qui de la même manière ont été imposées parfois de façon un peu dictatoriale aux maires, sans aucune cohérence parfois économique, et on se rend compte que ça a constitué et favorisé des constitutions de baronnies qui ont parfois d'ailleurs servi à des pressions politiques. Moi je veux dire, j'ai eu des témoignages de maires m'expliquant que quand ils ne votaient pas bien ou ne pensaient pas bien, eh bien d'un coup le service par exemple de ramassage des poubelles qui dépend maintenant de l'intercommunalité disparaissait dans leur ville. Ça fait du boulot parce que tout ça c'est figé, inscrit, marbré dans la loi. Il faudra revoir toutes ces lois-là. Oui, ce ne sera pas la première fois qu'on change la loi, mais en revanche ça n'empêche pas par exemple des syndicats intercommunaux de se constituer. Ça veut dire que les villes librement puissent associer des compétences en commun, comme ça s'est fait par le passé, pour mutualiser les moyens. Alors dans ces élections régionales, Marion Maréchal Le Pen, comme ailleurs depuis, vous avez développé un certain nombre de thèmes de campagne dont beaucoup disent qu'ils sont un petit peu votre signature politique. On va rappeler ça et en discuter après. Regardez ce reportage. L'union des droites, de toutes les droites, c'est ce que Marion Maréchal Le Pen a mis en œuvre en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Avec d'abord une prise de guerre, Olivier Bettati, venu de l'UMP et surtout ancien adjoint de Christian Estrosi. Et puis une alliance qui a fait et fait encore couler beaucoup d'encre, l'union avec les identitaires de Philippe Vardon. Une fois unies, ces droites doivent être décomplexées et aller sur des terrains que d'aucuns jugent minés. Marion Maréchal Le Pen estime que certaines associations liées au planning familial sont politisées. Elle le dit haut et fort, même si tout le monde n'est pas d'accord dans son parti. Ce thème de campagne fut un des éléments du débat en PACA. Il n'y a pas d'amalgame entre la question du planning familial, de l'égalité de l'avortement ou l'accès à la contraception. Moi, ce que je dénonce, si vous voulez, c'est pas la question de l'éducation sexuelle ou de l'information, c'est le fait qu'aujourd'hui, cette association prend position pour des choses, une vision de la famille qui est particulière. Le planning familial, je suis désolé, ça n'est pas que cela. Je parle des positions politiques. Ce sont les violences sexuelles qui sont faites aux femmes. Sophie Camard, des jeunes filles. Dernier élément, et c'est lié, une foi catholique assumée. Marion Maréchal Le Pen a participé aux universités d'été de la Sainte-Baume, organisées par le diocèse de Fréjus-Toulon. Autant de thèmes de campagne qui ont été un atout pour le premier tour. Au second, ils furent peut-être un handicap. Alors ces thèmes de campagne, est-ce qu'ils vous sont propres ? Ou est-ce que vous les avez utilisés comme un laboratoire en vue de 2017 ? On a vu par exemple Philippe Vardon, dont on parle dans ce reportage, aux côtés de Marine Le Pen récemment, sur la promenade des Anglais à Nice. Non, mais ce qui est vrai, ce que je défends depuis longtemps, et d'ailleurs je suis très loin d'être la seule au sein du mouvement, c'est de dire, alors moi je ne suis pas à proprement parler pour l'union des droits stricto sensu. Ça veut dire que je ne suis pas pour une alliance nationale, par exemple, avec les Républicains, parce que je considère que les Républicains, jusqu'ici, pour moi, sont une fausse droite, une droite molle, une droite qui s'est complètement convertie à l'hégémonie culturelle de la gauche, et qu'à ce titre, ce serait incohérent, si vous voulez, sur le fond, que de vouloir prôner une alliance nationale. En revanche, je suis pour des alliances locales, et je suis pour des alliances avec des personnalités qui, au sein de cette droite dite républicaine, m'apparaissent compatibles, avec la grande vision que nous portons de la France, de son indépendance, de son identité. Et ça serait toujours valable dans le contexte politique actuel aujourd'hui ? Oui, je pense, parce que je crois que encore maintenant, et d'ailleurs la fracture au sein des Républicains va s'accélérer, ça va devenir flagrant. Nous avons aujourd'hui des courants au sein de la droite républicaine qui ne sont plus compatibles, qui n'arrivent plus à cohabiter et qui vraisemblablement se sépareront définitivement, si tant est que M. Fillon ne soit pas qualifié au premier tour de cette présidentielle. Et à partir de là, nous pourrons identifier, et nous le faisons déjà, des personnes avec lesquelles nous pourrions constituer, par exemple, une majorité présidentielle, avec lesquelles nous pourrions réfléchir à des alliances locales au niveau des législatives. C'est d'ailleurs tout l'esprit de Marine Le Pen lorsqu'elle dit « je n'aurai pas un gouvernement fronto-frontiste » ou « je n'aurai pas un Premier ministre nécessairement issu du Front National ». C'est évidemment une main tendue à tout ce qu'on pourrait qualifier de droite nationale conservatrice, qui n'est pas exclusivement au Front National, mais se trouve aussi
aussi, soit dans la société civile, soit dans la vie politique. Justement, vous avez appelé les électeurs déçus par François Fillon de venir vous rejoindre, des électeurs susceptibles de se retrouver, non pas dans le plan B, mais dans le plan M. Je cite vos propos, le plan M comme Marine, évidemment. Vous les voyez où, les points communs entre les deux programmes ? Mais j'en vois beaucoup, en fait. Déjà, parce que je pense que contrairement à ce que... Je vais vous répondre. Voire pas du tout. Je vais vous répondre, mais en même temps, ce que vous dites est intéressant parce que M. Fillon s'est construit et a gagné d'ailleurs la primaire sur une certaine image. Fabriquée d'ailleurs beaucoup par ses adversaires politiques, qui le présentaient comme un homme, je me souviens très bien, qui était souverainiste, qui était identitaire avec son livre dans la lutte contre l'islam radical et qui était conservateur avec le soutien au sens commun. Et donc je pense que beaucoup d'électeurs d'ailleurs ont pu être séduits par cette image à laquelle aspire, j'en suis convaincue, une grande partie du peuple de droite. Vous avez raison de rappeler qu'à la fois son bilan et la découverte du contenu de son programme a brisé cette image et a dû largement décevoir. Sur la comparaison des programmes entre vos engagements et les siens. Je pense que les aspirations en réalité du peuple de droite sont très loin de ce que vend aujourd'hui M. Fillon. Et ce qui est vrai, c'est que je crois qu'il y a des passerelles entre ces électorats que nous pouvons convaincre sur la question, évidemment, de la restriction drastique de l'immigration, sur la restauration de nos frontières nationales, sur la fin des incitations sociales à l'immigration, autant de sujets qui ne sont pas du tout dans le projet de M. Fillon, sur une politique pénale beaucoup plus exigeante. Et sur la volonté de retrouver une partie de notre souveraineté au niveau national. Très bien. La région, on y revient. La région si je peux juste permettre là-dessus, parce que c'est important sur les questions économiques aussi, parce qu'on est souvent victime de caricatures. Alors, on va le faire. On va y revenir. Une minute, quand Marine Le Pen, par exemple, propose la baisse de l'impôt sur les sociétés ou la baisse des charges, je crois que ça répond beaucoup aux aspirations des TPE. Ils ont tous ça à peu près dans leur programme. La région qui vous a échappé, on l'a évoqué assez largement au deuxième tour, alors que vous étiez très nettement en tête au premier tour. On a eu des explications dans le reportage de Joël Barcy. Nous avons posé la question dans la rue aux passants. Et si vous aviez été élu, est-ce que vous auriez fait une bonne présidente de la région en Provence-Alpes-Côte d'Azur ? Écoutez et regardez. Marion Maréchal Le Pen ferait-elle une bonne présidente de région ? Mais écoutez, si elle a le même succès que sa tante Marine, je pense que ça ferait une bonne candidate. Je pense qu'avec le visage qu'elle a, la jeunesse qu'elle a, je pense que c'est le futur de la France. Oui, effectivement, elle est jeune. Place aux jeunes. À mon avis, non. On a besoin d'ouverture et pas de fermeture. Pour moi, ça reste un parti qui reste quand même raciste, même s'il y a des bonnes choses sur le programme, que je pense qu'ils sont bonnes, mais qui sont mal présentées. Tout ce qui est au niveau de l'IVG, du planning social, tout ce qui est des aides des gens, je pense pas que ça le ferait. Je ne m'intéresse pas à Marion Maréchal Le Pen spécialement, je m'intéresse plus à sa tante. Vu qu'elle a un assez bon programme. La seule chose que je trouve de bonne avec le FN, c'est qu'ils veulent sortir de l'Europe. Voilà, c'est tout. Évidemment, c'est un peu l'objet de micro-trottoirs. Il y a à la fois beaucoup d'enthousiasme et de crainte. Je reviens sur le thème employé par l'un des intervenants. Le FN est un parti raciste. Comment peut-on être à la fois conservatrice, proche des identitaires, on l'a vu avec Philippe Vardon ou Damien Rieu, privilégier la préférence nationale, agiter la théorie du grand rassemblement, sans hiérarchiser les races ? Alors moi, je pense que largement l'image du racisme du Front National a été construite en réalité par nos adversaires et à dessein. La preuve, c'est qu'encore des gens malheureusement sont dupes de cela. Vous parlez de la priorité nationale, c'est très intéressant parce que la priorité nationale n'est absolument pas basée sur l'origine, elle est basée sur la nationalité. C'est-à-dire que ça donne une priorité à l'emploi, au travail et au logement social lorsque vous avez la nationalité française. Vous pouvez parfaitement être français et d'origine étrangère. Donc de toute façon, vouloir faire un lien dessus je dis pas votre faute, mais d'une mauvaise foi totale, on va dire, en ce qui concerne nos adversaires politiques. Donc déjà, il y a ce premier aspect-là. Donc là, c'était pas des politiques, c'est des gens qu'on a rencontrés mais dans la vous parlez rue. de la priorité nationale, vous faites un lien entre la question du racisme et la question de la priorité nationale. C'est deux choses radicalement différentes. Nous, au Front National, nous l'avons dit d'ailleurs très régulièrement, nous croyons en l'assimilation, et moi j'y crois profondément. C'est si vrai d'ailleurs qu'on peut pas avoir une approche racialiste de la France quand on est présent sur les 5 continents, ce serait absurde. Mais force est de constater aujourd'hui que cette assimilation ne fonctionne plus, et elle ne fonctionne plus parce qu'elle est mise à mal par le nombre et le flot continu d'immigration qui se communautarise et qui ne permet plus de s'assimiler à un modèle de référence. Et donc c'est là où nous considérons aujourd'hui que l'immigration est devenue un problème parce que, si vous voulez, il y a derrière ça non seulement la question de l'identité proprement parlée, ça veut dire de la perpétuation d'un mode de vie, de valeurs, c'est vrai, d'une langue aussi, mais il y a aussi une question de cohérence, de ciment social entre nous, la volonté de s'engager dans un destin commun, et il y a aussi des questions économiques, parce que la réalité c'est qu'aujourd'hui l'immigration dans son ensemble
l'ensemble, avec toutes ces conséquences, nous coûte extrêmement cher. Donc, il y a des chiffres contradictoires. Il y a une étude de Lille qui dit le contraire, mais enfin, tous les gens sérieux, objectivement, qui sont un peu penchés sur le sujet, vous diront pas le contraire. Un peu plus de 6 minutes, Marion Maréchal Le Pen. Il y a un livre qui est récemment paru sur vous, ça s'appelle La Nièce. L'auteur, c'est Michel Henry, qui est de Marseille. D'ailleurs, on va écouter un extrait et le commenter après. Il y a effectivement un phénomène, son charisme, elle a une espèce d'attitude de star, elle est reçue quand même dans la rue de façon un peu avec beaucoup d'enthousiasme par des gens, y compris qui ne votent pas pour elle. Donc il y a vraiment quand même un phénomène. Plus la troisième génération Le Pen, ça fait beaucoup de choses qui justifient ce titre de phénomène. Marine était très présente quand Marion était petite, donc je pense qu'elles ont une relation personnelle très forte. Maintenant, politiquement, elles ne sont pas du tout sur la même ligne sur certaines questions assez importantes, comme les questions de société ou sur l'économie. Elles se retrouvent quand même sur les fondamentaux du Front National, comme la lutte contre l'islam notamment. Et je pense qu'elles sont quand même encore assez unies sur le plan humain ou familial. Effectivement, elle a un potentiel qui est pour l'instant pas totalement exploité. Donc, en fonction de ce qui se passera au sein de son parti, elle sera, je pense, toujours légitimiste et elle ne tentera pas, en tout cas pas dans l'immédiat, de prendre la place de sa tante. Mais peut-être que si les prochaines échéances ne se passe pas comme l'espère la direction du FN, elle pourra faire entendre un peu plus sa voix. Ce qui a été dit ? Déjà, vous avez lu le livre, non ? Non, je l'ai pas lu, mais en revanche, je vois que l'analyse est un peu biaisée, puisqu'en l'occurrence, Marine Le Pen, comme moi-même, ne luttons pas contre l'islam, comme j'ai pu l'entendre. En revanche, on lutte contre l'islam radical et l'islam politique, qui est prosélyte et qui, d'ailleurs, a entraîné un certain nombre de drames en France et la mort d'un certain nombre de Français. Il y a des déclarations qui peuvent laisser Donc, l'ambiguïté là-dessus. Non, objectivement, je crois pas. Une fois de plus, je crois qu'il y a une mauvaise lecture, en tout cas une lecture de mauvaise foi. Donc, déjà, je suis pas du tout d'accord là-dessus. Juste un mot sur la ligne politique. Bon, par exemple, sur l'IVG, mais on l'a déjà évoqué, Florent Philippot a dit que vous étiez seul et isolé. Sur la question du mariage pour tous, par exemple, vous avez manifesté alors que Marine Le Pen ne l'a pas fait. Est-ce que vous incarnez au sein du Front National un courant qu'on pourrait peut-être qualifier de plus traditionnaliste ? Clairement, est-ce qu'il y a aujourd'hui deux lignes, la vôtre et celle de Marine Le Pen ? Non, je ne crois pas. D'ailleurs, de la même manière que je n'ai pas fait, je pense que c'est une erreur de dire ça, de l'IVG un thème de campagne. J'ai répondu à une question. J'ai été l'objet d'ailleurs à ce titre de beaucoup d'hystérie et de caricatures, puisque je rappelle que je ne suis pas pour la remise en cause de la légalité de l'IVG. Je voulais un débat de santé publique autour de la question du remboursement illimité, voilà, tout simplement. Et j'ai parlé les IVG de confort. Et j'ai parlé présent dans le débat des régionales. Des abus qu'on pouvait connaître. Et j'avais parlé du planning familial qui, en effet, porte une vision très politisée, qui se revendique elle-même comme militante et qui, d'ailleurs, en ce qui concerne les Bouches-du-Rhône, accordait même des coupons fiscaux pour les avortements illégaux à l'étranger. Bon, voilà, c'était simplement cela. Est-ce que pour autant ça fabrique un courant et une ligne contradictoire avec aujourd'hui le projet de Marine Le Pen? Je ne crois pas du tout. Absolument pas. Une question à la fois régionale et nationale. On a l'impression que vous avez une conception un petit peu, pas vous, votre parti, à géométrie variable de la notion d'être au-dessus des lois. Quand Marine Le Pen ne se rend pas à une convocation de police, vous applaudissez. Et puis quand un agriculteur, par exemple, dans la vallée de la Roya, porte secours à des migrants, fait une sorte de désobéissance civile, là vous êtes contre. Alors c'est quoi pour vous être au-dessus des lois? Alors je pense que le parallèle est complètement... dans les deux cas, c'est être au-dessus des lois. Complètement injuste. Non, pas du tout, parce que Marine ne compte pas du tout se substituer à la justice. Elle a dit qu'elle y répondrait, et ce sera heureux d'ailleurs, parce qu'on pourra enfin avoir un débat contradictoire et éviter d'être dans le commentaire médiatique, d'ailleurs souvent malmené, pour enfin prouver que notre innocence. Je rappelle d'ailleurs, pour préciser, que nous parlons là du statut administratif du contrat de l'assistante de Marine Le Pen en 2009, et que le parallèle indu qui est souvent fait avec François Fillon est très injuste, puisqu'il n'y a pas de soupçon d'emploi fictif, et il n'y a pas de soupçon d'enrichissement personnel. Je crois que c'est très important de le rappeler. L'idée, c'était de dire que cette enquête maintenant existe depuis 2 ans, et que nous sommes soupçons de détournement de sommes, et que nous sommes interpellés. Nous sommes interpellés, sur le contenu du travail de ces assistants parlementaires, parce que l'Union européenne, en effet, aimerait que nous en fassions des fonctionnaires de l'Union européenne, ce qui n'était pas vraiment le but. Pardon, j'ai perdu le fil de ma pensée. Et du coup, l'idée, si vous voulez, c'était que la campagne ne soit pas parasitée aujourd'hui par ces commentaires médiatiques et judiciaires, puisqu'il semblerait qu'il y ait quand même une volonté de précipitation afin nécessairement de jeter l'opprobre sur des candidats et de nous empêcher d'aller au fond des choses. Donc l'idée, c'est faisons cette campagne sereinement, et la justice, de toute façon, qui ne pourra pas rendre la justice avant les débuts des présidentielles, du premier tour, rendre la justice, mais qu'en attendant... Vous êtes contre une certaine forme de désobéissance civile?
Non mais en l'occurrence, le monsieur dont vous parlez a violé la loi sur la question des migrants. Ça n'était pas un délit de solidarité comme j'ai pu l'entendre, c'était une violation de la loi française par l'accompagnement et la facilitation de l'immigration clandestine, qui elle-même d'ailleurs alimente tous les trafics monstrueux de passeurs qui survivent et s'alimentent sur la misère humaine. Et ça pose d'ailleurs là la question, pour parler du projet, de l'espace Schengen, dont nous devrions sortir pour restaurer nos frontières nationales et que nous sommes les seuls à défendre, la question du droit d'asile qui devrait être restreint et que nous sommes les seuls à vouloir restreindre, ou la question de toutes les incitations sociales à l'immigration qui aujourd'hui posent de grandes difficultés, notamment à Menton. Marion Maréchal Le Pen, car il reste 1 minute d'émission, une question Facebook qui nous prouve que votre parti FN va tenir ses propres promesses de campagne, alors que la gauche et la droite ne l'a pas fait. Mais très rapidement. C'est une question à laquelle on ne peut pas répondre autrement que par chiche, si vous voulez. Et moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que au niveau des responsabilités qu'on nous a données, par exemple, dans nos mairies, les promesses ont été largement tenues. Voilà, les dettes ont été baissées, les impôts ont été baissés dès que cela a été possible. Il y a eu plus de sécurité, il y a eu de vraies politiques culturelles ambitieuses. Et c'est si vrai d'ailleurs que nous avons, à chaque élection après les municipales, agrandi nos scores dans la ville elle-même et aux alentours de ces villes. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau pour d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci Henri. Merci Thierry. Chacun chez soi la semaine. Ah non, la semaine prochaine c'est aussi une émission grande région sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais vous serez en vacances. Oui, c'est cela. Voilà, bonnes vacances. Merci beaucoup. On se retrouve dimanche à partir de 11h30, évidemment sur France 3 Provence-Alpes et donc sur France 3 Côte d'Azur, France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Très bel après-midi sur la 3. Merci de votre fidélité. Au revoir.